j'ai été présenté, Benjamin Schusterman, je suis anesthésiste réanimateur comme vous. Et donc je travaille dans le département d'anesthésie et réanimation de Lariboisière à Paris. Et donc je remercie l'AJAR France de m'avoir invité. J'ai déjà fait plusieurs contributions sur ce thème ou d'autres d'ailleurs pour l'AJAR. Et on va aborder un thème qui est une grande angoisse souvent pour les internes, mais pas que pour les internes, c'est la gestion des paramètres hémodynamiques. Et je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions, mais au moins je vais essayer de partager avec vous quelle est notre philosophie. Et cette philosophie, elle suit beaucoup Socrate. Mes conflits d'intérêts, c'est important de les présenter. Je n'ai pas énormément de conflits d'intérêts en lien direct avec cette présentation. C'est parti. Là, c'est William Harvey. William Harvey, c'est probablement le premier vrai hémodynamicien. C'est le premier qui a compris comment le sang circulait dans le corps, qu'il y avait un cœur gauche, un cœur droit, qu'il y avait une circulation pulmonaire, que ça faisait une boucle. Et là, il est en train de disséquer un petit animal et il montre son cœur battant au roi Charles Ier. Et c'est probablement le père de l'hémodynamique moderne. Ça se passait au XVIIe siècle. Alors on a peur de ce moment-là, c'est la nuit, on est à l'hôpital, on est de garde et on est en charge d'un malade qui va mal et on a peur que ce soit la panique, puisque l'hémodynamique, ça inquiète les gens, c'est probablement un des sujets les plus étudiés dans la littérature d'anesthésie et réanimation, en particulier en réanimation. Il y a des écoles d'hémodynamique, il y a des dogmes, il y a des contre-dogmes, il y a des allers-retours conceptuels dans le temps. Et on va essayer d'éviter que ce truc-là arrive, que vous essayez d'acquérir la sérénité du ninja. En situation, on va essayer de faire de vous des ninjas. Alors on va changer de continent, on va changer de temps, puisqu'en fait pour devenir des ninjas, on va s'aider d'un philosophe. Et le philosophe, c'est Socrate. Et Socrate, il dit qu'il faut avoir du savoir. Le savoir, c'est pas connaître intégralement juste l'encyclopédie médicale. C'est important. On a besoin de connaissances théoriques de base, mais on a surtout besoin de savoir raisonner. Donc on a besoin de ça, de connaissances encyclopédiques. On a besoin de connaissances pratiques. Donc, une des bibles des physiologistes de l'hémodynamique, c'est le Guyton. Et souvent, les internes, ils me disent par quoi est-ce qu'il faut commencer? Est-ce que je peux lire le Guyton en entier? À mon avis, c'est bien de lire ça dans un second temps, après avoir expérimenté un petit peu des choses. Et on va voir comment est-ce qu'on peut débuter un peu plus sereinement dans le domaine. Et donc, on va suivre Socrate. Socrate, parmi ses nombreux travaux, il y a une sémantique particulière de la philosophie qui est celle du questionnement. On commence par essayer de savoir ce que l'on ne sait pas. Question, savoir ce que l'on ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire? Savoir ce que l'on ne sait pas, c'est identifier les choses qu'on a besoin de savoir pour savoir poser la bonne question. Savoir poser la bonne question, dans tous les domaines de la médecine, mais en hémodynamique en particulier, c'est la clé pour entraîner les actions qui vont vous permettre d'y répondre et de pouvoir faire des diagnostics, des actions thérapeutiques utiles pour le malade. L'hémodynamique, ce n'est pas une substance éthérique qui se base uniquement sur des chiffres sur un moniteur. Ça commence par regarder le malade. En fait, on est souvent appelé, dans les milieux surtout de réanimation, quand le malade il est inconscient, il est connecté à des scopes, ou dans des situations où l'activité du malade n'est pas tout à fait évidente, pour des choses qui sont un peu parfois curieuses. On peut avoir des situations un peu, je caricature, c'est appeler pour des malades qui ont l'air d'aller parfaitement bien, mais qui ont des hypotensions ou des chiffres complètement aberrants. Et la première règle de l'hémodynamique, c'est de regarder le malade. Il ne faut pas corriger des chiffres.
est-ce que c'est plausible ces chiffres? Je suis en train de parler avec vous, si on me dit que j'ai 0,5 de débit cardiaque, est-ce que ça vous semble plausible? Non, c'est pas plausible, il y a un problème dans la mesure, un problème de contexte. Dans le contexte, ça marche pas. Par contre, un malade qui est au bloc opératoire pour une chirurgie vasculaire, où on se dit qu'on vient d'aborder l'aorte et que tout d'un coup il devient tachycarde et hypotendu, oui, ça semble tout à fait plausible que quelque chose soit en train de se passer. Mais l'hémodynamique, c'est là pour répondre à un problème clinique. Ce n'est pas là pour corriger des chiffres. Et en dehors des situations extrêmes d'arrêt cardiaque ou de catastrophe, on a toujours le temps de réfléchir, on a toujours le temps de prendre le temps de faire 2 pas en arrière, un peu de recul et essayer de se poser des questions et essayer d'y répondre. Et rien que le fait de prendre cette respiration, cette gorgée d'eau, ça permet de se déstresser. Alors l'hémodynamique, de base, ça repose sur une sainte trinité. La sainte trinité de l'hémodynamique, c'est les pressions, le débit, le monitorage dynamique et bien sûr les interactions entre ces 3 paramètres. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors la pression artérielle. La pression artérielle, c'est facile, c'est probablement le paramètre le plus mesuré. Tous les malades en anesthésie et réanimation, au bloc opératoire, avant, après, lors de la consulte, en réanimation, à tous les moments, ils ont au moins des mesures répétées de la pression artérielle. Et finalement, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est si simple que ça, la pression artérielle? Est-ce qu'il suffit de mettre un brassard et avoir un chiffre pour savoir ce qui se passe? Première chose, on a besoin de savoir, sauf situation extrême, l'examen du patient ne permet pas de prédire sa pression artérielle. On a des malades qui sont comme vous et moi, assis au fauteuil, ils sont tout roses, ils parlent, et pourtant, dans des situations inflammatoires par exemple, ils ont de la vasodilatation, ils peuvent être hypotendus et l'examen clinique ne permet pas de répondre. Savoir ce que l'on ne sait pas, savoir poser la bonne question. La première question, l'étape numéro 1 de la démarche hémodynamique, après avoir examiné le malade, quelle est sa pression et qu'est-ce qu'on est en train de mesurer. Alors de quoi parle-t-on? On parle de pression artérielle, tension artérielle, on a différentes méthodes de mesure, on a le sphygmomanomètre, on a le Dynamap, on a la pression sanglante. Est-ce qu'on mesure vraiment la même chose? Est-ce que tous les chiffres sont comparables? En fait, ce n'est pas si simple que ça et ça mérite de s'y intéresser. Le sphygmomanomètre, première technique pour mesurer la pression artérielle. Vous l'avez tous fait, même si c'est en train de disparaître un petit peu. On gonfle un brassard, on a mis un stéthoscope dessus et on écoute les bruits de Korotkov. On écoute le moment où tout d'un coup, on se met à entendre les battements, enfin la pulsation cardiaque, et ce moment où il disparaît, qui permet de déterminer quelle est la pression artérielle maximale, la pression artérielle systolique, quelle est la pression artérielle minimale, la pression artérielle diastolique, et on estime à partir de là une pression artérielle moyenne avec différentes formules qui bien sûr sont très statistiques et pour un individu difficile de croire que cette pression artérielle moyenne est la vraie pression mesurée. Ça c'est une des premières méthodes qui se base sur la pression et les bruits, et ce qu'on arrive à avoir c'est la PAS et la PAD. Deuxième méthode, le Dynamap. Le Dynamap qu'on a dans toutes les boxes de consultation maintenant quasiment. La technique de mesure, elle est différente. Là, on utilise un oscillomètre. Cet oscillomètre, il va percevoir donc des oscillations qui sont transmises par le battement de l'artère qu'on est en train d'essayer de mesurer. Et en fait, ce que ça mesure, l'oscillomètre, ça ne mesure qu'une seule chose. Ça mesure le moment où il y a l'oscillation maximale, et ce moment, ça correspond à la pression artérielle moyenne. Un oscillomètre, il ne mesure que la pression artérielle moyenne, et il calcule les PAS et les PAD à partir d'un algorithme. On peut utiliser 2 oscillomètres différents, ils ne donneront pas nécessairement le même chiffre de pression artérielle systolique et diastolique, parce que ça correspond à des ABAC. Et en fait, la mesure qui est la plus fiable dans un oscillomètre, c'est la pression artérielle moyenne. On se dit bien que dans des conditions où on a des tonus vasomoteurs augmentés ou diminués, les estimations de PS et de PAD ne sont pas tout à fait les mêmes.
Et enfin, il y a la mesure invasive de la pression artérielle. On a mis un cathéter artériel dans une artère. Ce cathéter, il est relié à une colonne d'eau. Cette colonne d'eau, elle est liée à une membrane. Et cette membrane, avec un oscillateur, va permettre de donner le chiffre exact de pression artérielle. Plus il y a de pression, moins il y a d'oscillation, plus ça va faire apparaître un chiffre haut. Moins il y a de pression, plus il y a d'oscillation, et plus le chiffre va être bas. Et on a un amplificateur du signal, un recordeur, et maintenant on le fait apparaître sur des scopes. Donc 3 méthodes, on ne mesure pas exactement la même chose et pourtant c'est ce qu'on va utiliser au quotidien. Et il faut savoir jongler entre ces différents paramètres et savoir quand est-ce qu'ils sont le plus ou moins adaptés. Bien sûr, on va en discuter un peu plus. Cathéter artériel égale monitorage continu, égale donc des mesures prises à très haute fréquence, des mesures prises dans le temps et un grand risque de perte de qualité du signal, de thrombose d'une artère, de dysfonction. Il faut savoir vérifier régulièrement la qualité du signal du cathéter artériel. Alors, je parlais de la pression artérielle, mais en fait, il n'y a pas une pression artérielle. Il y a des pressions artérielles. Et la pression, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est la transduction d'un flux en pression. Le flux dans l'aorte, quand on le regarde, si vous avez été au bloc opératoire, que vous avez déjà mis un Doppler œsophagien, vous avez vu, le flux il est systolique. Il n'y a pas de flux en diastole dans l'aorte, pourtant il y a une pression. Et selon les organes qu'on regarde, et on va essayer de comprendre pourquoi, il peut y avoir des flux en diastole, mais des variations de pression également. Donc la pression, elle évolue. Elle évolue de l'aorte jusqu'au capillaire, et elle évolue avec des formes particulières, des niveaux de pression qui diffèrent, puisque au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'arbre, on va avoir au début une amplification du signal, et puis on va rentrer dans des bifurcations, et on va avoir un signal qui va devenir des pressions de perfusion qui vont devenir au fur et à mesure des bifurcations plus faibles. Et c'est un système qui est absolument extraordinaire, parce que c'est un système pulsatile qui arrive dans des artères élastiques et qui transforme à l'intérieur des organes ce flux pulsatile en flux continu. C'est ce qu'on appelle l'effet Wien-Kessel. Alors on va essayer d'illustrer un petit peu ça. Je veux bien qu'on lance la vidéo de gauche. Donc là, vous avez une pompe qui envoie de l'eau dans un tuyau rigide. On voit bien que cette pulsation qui correspond à la contraction, la systole cardiaque, ça envoie du sang de façon simplement pulsatile. Si on rajoute à ça un système élastique, le ballonnet, qu'on voit sur la vidéo de droite, je veux bien qu'on lance la vidéo de droite maintenant, on transforme le système qui était simplement pulsatile en système continu. Incroyable. Et donc ces caractéristiques de vaisseaux qui sont assez gros, rigides, mais qui ont également une composante élastique, ça va nous donner nos composantes de pression artérielle systolique et diastolique qu'on va regarder maintenant. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on mesure habituellement sur une courbe de pression artérielle? On a une phase qui correspond en général à la systole. La systole, c'est le moment où le cœur va envoyer le sang dans l'aorte, on a un maximum de pression, et puis on a l'incision d'Icrot qui correspond à la fermeture de la valve aortique. Et une phase de diminution de la pression, mais pas de dépressurisation complète, qui est la phase de diastole, et ça, donc, c'est le rythme cardiaque. Systole, diastole, mais tout ceci, c'est de la pression positive qui est présente en continu à l'intérieur des artères. Donc, qu'est-ce qui fait, quels sont les déterminants de cette pression artérielle? Donc, on a dit, on parle de pression, tension. La pression, normalement, c'est une force sur une surface. Là, on parle de tension. La tension, c'est unidimensionnel, c'est ce qu'on est capable de mettre sur une corde. Et donc, on mesure, c'est plutôt ça qu'on mesure à l'intérieur avec nos appareils. Donc, la force qu'on est en train de mesurer, elle provient de 3 types d'énergie. Élastique, cinétique et gravitationnelle, selon la position des membres, selon leur raccordement à l'arbre aortique, selon les capacités élastiques des artères, et bien sûr ce qui est capable d'envoyer le cœur, on va avoir des formes différentes de courbes de pression artérielle.
Premier élément, c'est la pression artérielle, c'est quelque chose qui dépend de l'individu et surtout de l'âge de ses artères. Pour un même volume, on peut avoir des variations de pression différentes. Ça s'appelle l'élastance. L'élastance, c'est la variation de pression en fonction de la variation de volume. L'élastance est différente à 80 ans. On a des variations, on a des artères qui sont beaucoup plus rigides, on a moins de fibres élastiques, on a des intimas qui sont épaissis. On a beaucoup plus de variations de pression pour un même volume à 80 ans qu'à 18 ans. Donc la qualité du vaisseau contribue énormément à déterminer les chiffres de pression artérielle qu'on va avoir. Et bien sûr, le volume contribue, puisque là on parle de qualité des artères, mais selon le volume, si j'ai un volume d'éjection systolique petit, j'aurai une pression pulsée qui est plus petite, et si j'ai un volume d'éjection systolique qui est plus important, ma variation de pression pulsée, elle sera plus importante. Mais c'est encore un peu plus complexe que ça, puisque c'est un système où on a des bifurcations, et ces bifurcations, elles font que les ondes de pression qu'on envoie dans le système à chaque contraction vont se réfléchir et retourner en arrière, donc c'est la réflexion, et elles vont se sommer avec les ondes envoyées initialement. Finalement, l'onde qu'on mesure, c'est le cumul de l'onde incidente et des multiples ondes de réflexion et qui donne ces différents incidents, comme on les appelle, sur la courbe de pression artérielle. À tel point même que plus on est proche de l'aorte et qu'on a des artères extrêmement rigides, on peut avoir des augmentations de la pression pulsée, des augmentations de la pression artérielle systolique dues aux ondes de réflexion. Et ça, c'est différent vaisseau par vaisseau. Quand on est dans une artère centrale élastique, on a une réflexion qui est très amoindrie et on a un système qui est très capacitatif, qui est capable d'encaisser cette pression. Quand on est dans des artères périphériques musculaires, on a des courbes qui sont plus pointues et une moins bonne capacité à lisser ces ondes de réflexion. Et donc, plus on s'éloigne de l'aorte, plus on va avoir une amplification du signal et une augmentation de la pression pulsée. Dans l'aorte, la pression pulsée, elle est moins importante que dans l'artère radiale, qui est elle-même quasiment égale, mais un peu moins importante que dans l'artère fémorale, et voire même en toute distalité, on a des pressions pulsées qui sont plus importantes. Selon l'endroit où on mesure cette pression artérielle, on aura des chiffres différents, on aura des courbes différentes. L'embranchement et la façon de se positionner par rapport à l'arbre aortique va déterminer la capacité de l'énergie cinétique à faire augmenter la pression à l'intérieur du vaisseau. Quand on est dans un alignement direct, comme dans l'aorte, on comprend bien qu'on reçoit plus de puissance qui a été émise par le cœur que quand on est par exemple sur une bifurcation en T dans les artères rénales par exemple. Et enfin, la position joue grandement et notamment la position de votre capteur pour un même niveau de pression. Si on fait un zéro au niveau du zéro phlébostatique, le quatrième espace intercostal, le cœur, si je mets mon capteur en haut, en gros si je regarde le niveau de pression qui est généré ici, ce qui devient au sommet du crâne, si je suis debout, je perds 40 à 50 mm de mercure. Par contre, la pression qui est générée là, si je suis debout, au niveau des jambes, je peux avoir 90 mm de mercure de différence. Les variations de pression sont dues bien sûr à la colonne d'eau et en ce qui concerne la qualité de la mesure, l'endroit où on va faire le zéro détermine beaucoup la qualité du signal. Il faut essayer de se fixer toujours au même endroit. La pression artérielle systolique, elle dépend donc déjà du niveau de base. D'où est-ce qu'on part? C'est la pression artérielle diastolique. Du volume qu'on met à l'intérieur du vaisseau, de la puissance avec laquelle on a envoyé dedans, et bien sûr de la compliance artérielle, ou l'élastance, qui est l'inverse de la compliance. En gros, PAD, volume, puissance cardiaque, et élasticité et âge de votre vaisseau. Ça va être les déterminants de la pression artérielle systolique.
Puis après, la systole, j'ai arrêté de comprimer, j'ai arrêté de pousser à l'intérieur et on a vu qu'on était dans un système qui était élastique, c'est le ballon de baudruche qu'on a montré tout à l'heure, et on arrive dans une deuxième phase qui est la diastole, mais une phase qui est toujours pressurisée. La diastole, elle varie selon les organes. La diastole, selon les résistances à l'intérieur des organes, on peut avoir des organes qui sont très capacitatifs, très peu résistants, comme le cerveau par exemple. On a des diminutions de charge très faibles. On a des organes intermédiaires comme le rein, et on a des organes qui, à l'état de base, sont très résistifs, comme par exemple les muscles. On modélise la diastole comme étant un système en 1 sur RC. La compliance du vaisseau, sa capacité, ses compétences élastiques, et la résistance, donc la résistance au flux, qui est liée au diamètre, aux bifurcations, mais également à d'autres déterminants. Et bien sûr, il y a une composante de temps, puisqu'on a parlé du 1 sur RC qui donne la pente, mais plus il y a de temps de diastole, plus la pression va être basse. Le système va revenir à un quasi-état d'équilibre, donc plus la fréquence cardiaque est lente, plus la diastole va être basse, et le contraire est vrai également, plus la fréquence cardiaque est rapide, plus la diastole va être élevée. Les résistances, c'est des résistances rhéologiques. Selon qu'on ait des hématocrites différents, on n'aura pas forcément les mêmes résistances et un effet d'atténuation sur la diastole. Et puis il y a les résistances dues aux bifurcations. Le système des résistances, vous vous souvenez probablement de ça pour l'avoir vu en électricité, 1 U égale RI, et puis la loi d'Ohm, 1 sur R total égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Les résistances s'additionnent. Par contre, quand on a une perte totale de résistance quelque part, par exemple, pouf, je fais un choc hémorragique parce que j'ai mis un coup de couteau dans un vaisseau, bah tout le système va se dépressuriser et on va avoir des résistances extrêmement basses, et ça va se voir énormément sur la diastole. La pression artérielle diastolique, elle dépend des résistances, on l'a dit, diamètre, viscosité, fréquence cardiaque, la composante de temps, et bien sûr des propriétés élastiques de compliance et d'onde de réflexion qu'on peut observer à l'intérieur du vaisseau. Donc déjà, c'est pas si simple, la systole et la diastole, et savoir les mesurer, ça va nous renseigner sur l'état hémodynamique du patient. Ça va nous renseigner sur le VES, la pression pulsée, la compliance, la diastole, les résistances. Moi, quand on me parle d'hypotension, je regarde si elle est systolo-diastolique, juste systolique. La composante de pression pulsée est extrêmement importante. Et attention, spoiler alerte, même si c'est ce qu'on mesure le plus souvent, même si beaucoup de gens se contentent de mesurer les pressions artérielles, votre système cardiovasculaire, ce n'est pas une machine à café, ce n'est pas une machine à café italienne. Ce n'est pas un système où on fait passer du sang en augmentant la pression à l'intérieur du vaisseau. Ça, c'est bien pour la salle de détente, mais au lit du malade, c'est un peu différent. En fait, la pression de perfusion, elle est extrêmement importante, mais elle sert à faire passer un flux, et ce flux, c'est le débit cardiaque. On voit que pour des mêmes niveaux de pression de perfusion, si on a des débits qui sont bas ou hauts, on n'a pas la même perfusion du tissu. En synthèse, la pression, ça sert à garder les vaisseaux ouverts, et le débit, c'est ce qu'on amène à l'intérieur des tissus. Et donc on peut se retrouver dans des situations où on a donc besoin de savoir quelle est la pression et le débit. Évidemment, si la pression est haute et le débit est haut, tout va bien. Si l'un des deux va pas bien, on est intermédiaire, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Moi, je préfère cette situation-là à celle-ci. Je préfère avoir des pressions un peu basses et un débit élevé que des pressions très hautes et un débit bas. Ça, c'est le malade, il a une angiocolite, il va passer au bloc opératoire, il a 19 vis de tension, il est marbré de partout, mais il a 19 vis de tension, donc tout doit bien aller. Au moment où on va lui faire descendre ses résistances vasculaires, c'est ça qu'on va avoir à la fin, pas de débit, pas de pression. Et donc ça nous amène à le deuxième élément de cette trinité qui est le débit cardiaque. Sauf situation extrême, l'examen du patient ne permet pas de prédire son débit cardiaque. On doit le mesurer et c'est ce qu'on va voir. Et donc puisqu'on ne peut pas prédire le débit cardiaque,
Il faut savoir ce que l'on ne sait pas, il faut savoir poser la bonne question. Quel est le débit cardiaque de mon malade? Et je vais devoir le mesurer. Donc le but du débit cardiaque, c'est, on l'a dit, c'est le transport artériel en oxygène. Le transport artériel en oxygène, c'est surtout le débit cardiaque que multiplie le taux d'hémoglobine fois la SAT. En général, ça et ça, c'est plutôt bien contrôlé. On les mesure tout le temps, alors que le débit cardiaque, il peut varier du simple au quintuple, au décuple, mais on le mesure un peu moins bien et c'est probablement le seul facteur vraiment correctible. D'ailleurs, un individu le sait bien, quand on a un souci de transport artériel en oxygène, on ne peut pas modifier sa saturation, on ne peut pas modifier son taux d'hémoglobine, par contre on peut modifier son débit cardiaque. Et donc comme on l'a dit plusieurs fois, l'examen clinique ne suffit pas. L'examen clinique ne peut pas permettre de savoir si on a un débit cardiaque qui est suffisant, adapté ou pas. Quand on demande à des seniors, des internes d'examiner des malades qui sont en état de choc et de savoir si le débit cardiaque est élevé ou bas, et qu'on leur demande de faire une estimation, qu'est-ce qu'on a? On a une sous-estimation quasi systématique des débits cardiaques quand ils sont élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai en face de moi un malade qui va mal. Je pense qu'il va mal parce que je pense qu'il a un débit cardiaque bas. Et en vrai, quand je fais la mesure, le débit cardiaque il peut être élevé. Le malade, il va pas mal parce que le débit cardiaque il est bas. Et dans l'autre sens, on a des malades qui vont mal. J'estime que le débit cardiaque il est normal, alors qu'en fait, il est bas. L'examen clinique est piégeant. Et il y a des gens qui se sont amusés à essayer d'évaluer ça et qui ont utilisé comme base les signes de choc. Donc Max Arrivail, c'est un des pères de la réanimation, en particulier un des pères de l'hémodynamique de réanimation. Il a concaténé plusieurs choses, notamment les signes qui sont censés être les signes de choc, l'hypotension, les signes cutanés, oligurie, encéphalopathie. Et il y a des gens qui ont essayé de voir quelle était la corrélation entre ces signes et le débit cardiaque. Eh bien, c'est pas terrible. Quand on essaye de regarder le lien qu'il y a entre le temps de recoloration cutanée, les marbrures et le fait d'avoir un débit cardiaque haut ou bas, on peut s'interroger sur les définitions, la sensibilité des signes, naze. Spécificité moyenne, et surtout l'accuracy, le fait de savoir combien de fois on se trompe ou pas, extrêmement mauvais. Ça, c'est marbrure, temps de recoloration cutanée. Peut-être que les autres, ça marche un peu mieux. Bah, pas du tout. Aucun des signes cliniques d'état de choc, aucun des signes cliniques d'état de choc ne permet de prédire de façon satisfaisante le débit cardiaque. L'examen clinique renseigne sur l'hypoperfusion, renseigne sur la gravité, mais ne renseigne pas sur le débit cardiaque. D'ailleurs, quand on essaye d'approximer le débit cardiaque, quand on regarde des paramètres frustres comme la FEVG, on se dit, bon FEVG, bon débit cardiaque, FEVG basse, mauvais débit cardiaque. En fait, pas du tout. On voit bien qu'on peut avoir des débits cardiaques qui sont élevés avec des fractions d'éjection basses et des débits cardiaques qui sont très bas avec des fractions d'éjection qui ont l'air à peu près correctes ou légèrement diminuées. Ça ne suffit pas, il faut mesurer le débit cardiaque, je le répète très souvent. Voire même dans des papiers de patients cardiaques, ils sont supposés avoir des chocs cardiogéniques. Le VES, qui est très proche du débit cardiaque, et pas tellement en lien avec la fraction d'éjection, puisqu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, les diamètres, le volume des cavités, etc. Donc il faut mesurer de façon précise le débit cardiaque. Ce n'est pas la FEVG qui va beaucoup vous renseigner. Bon, très bien, j'ai compris qu'il fallait mesurer le débit cardiaque parce qu'on n'était pas capable de l'estimer. Il fallait mesurer la pression artérielle parce qu'on n'est pas capable de l'estimer, que c'est des mesures qui sont un petit peu compliquées. Et donc j'ai une mesure des pressions, j'ai une mesure des débits et après je fais quoi? Déjà, on peut se poser des questions. Est-ce que le débit est suffisant? Est-ce que j'ai un problème qui est lié au fait que le débit est manifestement insuffisant? Il y a des paramètres faciles qui permettent de savoir si le débit est manifestement insuffisant. On peut savoir qu'il est insuffisant, savoir qu'il est suffisant, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'aime bien reprendre cette image. J'ai essayé de la refaire plusieurs fois, mais finalement, on va rester aux basics. Le poumon et l'oxygène.
il y a un contenu artériel en oxygène qui est envoyé par le cœur. Donc ça, c'est la délivrance en oxygène. Le tissu consomme et à la fin, on a un paramètre qui est ce qui reste sur votre compte à la fin du mois quand vous avez utilisé tout l'oxygène qui vous a été envoyé. Et ça s'appelle la SVO2. La SVO2, c'est très facile. Il suffit d'avoir un cathé dans le territoire cave supérieure. Et on va aller assez rapidement. Donc on a parlé du contenu artériel de l'oxygène. La TaO2 ou DaO2, c'est le débit, c'est le produit du débit par le contenu artériel de l'oxygène. La VO2, ce qu'on consomme, c'est la différence entre le contenu artériel en oxygène, le contenu V2 multiplié par le débit cardiaque. Et on peut mesurer une valeur qui s'appelle l'extraction en oxygène. C'est quel est le pourcentage de l'oxygène qu'on m'amène que je dois extraire. Dans des conditions normales, et quand on a 100% de saturation, on extrait environ 30%, donc il reste environ 70% de SVO2. La SVO2 est dit, j'extrais 30%, donc je suis plutôt pas mal. Et quand cette SVO2 diminue, ça veut dire que j'extrais plus, ça veut dire que j'amène pas assez. La SVO2, elle dépend donc de la VO2, ça, on peut essayer de la contrôler plus ou moins, le malade il est sédaté. Du débit cardiaque, c'est ce qu'on a besoin de mesurer, et bien sûr du taux d'hémoglobine et de la saturation en oxygène. Alors j'ai vu que ma SVO2 était basse ou haute, j'ai essayé de corriger le débit cardiaque pour voir si je modifie la SVO2. Et est-ce que mon patient il a un problème de volume? Est-ce qu'il a un problème de tonus? Est-ce qu'il a un problème de pompe cardiaque? Difficile de répondre a priori. Parce qu'en fait, il ne faut pas prédire pour savoir ce qui va se passer quand on va faire des challenges sur le cœur. Il faut mesurer pour faire des diagnostics hémodynamiques. Savoir ce qu'on ne sait pas, c'est savoir poser la bonne question, c'est comment est-ce que je vais faire pour améliorer mon malade. Et c'est là qu'intervient la troisième partie de la Trinité, le monitorage dynamique dans ce qu'on appelle l'épreuve de remplissage ou le fluid challenge. C'est le monitorage dynamique du malade. 20 ans de recherche en réanimation sur la prédiction du malade au remplissage. Est-ce qu'on est capable de prédire qu'un malade va monter ou pas son débit cardiaque à partir de paramètres statiques, de paramètres dynamiques, d'interactions cœur-poumon? Aujourd'hui, on sait qu'essayer de prédire, ça sert à peu près à rien. Ça ne marche pas. Les conditions de validation de la variation de pression pulsée, les variations de pression pulsée, les oscillations de fréquence cardiaque, tout ceci, globalement, ça ne sert à peu près à rien puisque les conditions de validité, elles sont quasiment jamais remplies. Ce qu'on fait maintenant, c'est simple. On essaie. On fait des fluid challenge. On utilise des faibles volumes de remplissage et on va mesurer le débit cardiaque avant et après. Il suffit donc de mesurer le débit. Just do the damn thing. Faites-le, faites-le, faites-le. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Les recommandations, si parmi les papiers à lire, celui-ci il est assez important, c'est une conférence de consensus sur le monitorage des états de choc. Ils disent qu'il faut mesurer le débit cardiaque pour évaluer la réponse aux fluides ou aux inotropes chez les malades qui sont sévères. Faites-le, ne soyez pas fainéants, on fait tellement d'autres mesures, il faut mesurer le débit cardiaque, mais ça nécessite un effort, ça veut dire que c'est pas de son lit dire t'as qu'à lui passer un 500 et on verra ce que ça fait sur la pression artérielle, il faut faire une mesure avant, faire l'épreuve de remplissage, faire une mesure après. C'est exigeant, mais c'est indispensable. Et puis après, comment on voit si ça marche? Les histoires de débit cardiaque et de tolérance. Ça, c'est 2022. Les mêmes experts qui étaient dans les recommandations précédentes du monitorage. Et ça commence par, est-ce qu'il y a une indication à essayer de corriger quelque chose? Et on va vérifier la réponse au fluid challenge. Et on va voir, si j'ai fait un remplissage, donc 250 ml en 10 minutes. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Si le débit cardiaque monte et que la tolérance est bonne parce que les pressions à droite sont basses et restent basses, la PVC, parfait, je peux continuer si l'indication est toujours là. Si je suis dans une zone intermédiaire, je me pose la question, je peux essayer de retenter le coup. Et en tout cas, si le débit ne bouge pas et que les pressions en amont montent, là, attention, on arrive dans un endroit où on est en intolérance
au remplissage, et ce n'est pas du tout le truc à faire de reprendre. Et donc ça, la mesure et la maîtrise de ces éléments, elle permet d'amener le raisonnement hémodynamique. Est-ce que le transport artériel est suffisant? Très bien. Est-ce que c'est suffisant dans une situation qui est tenable? S'il faut que le malade il ait 200 de fréquence cardiaque pour amener suffisamment d'oxygène, ça ne va pas durer très très longtemps. S'il faut qu'il y ait des doses énormes de catécholamine pour maintenir les pressions de perfusion et assurer la DAO2, ça ne va pas tenir très très longtemps. Il faut faire des diagnostics. Quel est le mécanisme de l'insuffisance circulatoire? Est-ce que c'est des problèmes de débit? Est-ce que c'est des problèmes de pression? Est-ce que c'est des problèmes de volume? On peut regarder la pompe. Comment est-ce qu'elle peut être améliorée? Et quelle est la balance bénéfice-risque à essayer? Ça a été théorisé par Pinsky et Payen sur le monitorage hémodynamique fonctionnel. Et en gros, c'est juste se poser la question, quand on est face à une situation où un malade est en défaillance hémodynamique, déjà, si je veux lui apporter du fluide, ce n'est pas pour augmenter la pression. Si je lui apporte du fluide, c'est pour augmenter le débit cardiaque. Et donc, est-ce que augmenter le débit cardiaque sera utile au malade et est-ce que ça peut s'améliorer avec du remplissage? Est-ce que mon problème d'hypotension est dû à une carence de liquide, à un problème vasomoteur ou à des problèmes de pompe, ou les deux ou les trois? Et est-ce que la situation est tenable? Donc avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que c'était très très difficile de prédire, qu'il fallait mesurer. Mais finalement, vous avez maintenant quelques clés pour maîtriser un peu mieux le raisonnement hémodynamique. Et surtout, prenez du plaisir à apprendre. Vous êtes là, vous débutez, vous êtes accompagné, vous avez un encadrement dans notre spécialité qui est incroyable. L'internat dure 5 ans, on ne peut pas tout savoir du premier coup. Vous allez errer, vous allez faire des erreurs, vous allez vous améliorer. Donc, restez calme, profitez de votre internat. Et vous êtes prêts, allez-y. Merci beaucoup.